Alors, bonjour à tous. Par cette présentation, je souhaiterais vous faire partager bon, mon expérience dans le domaine de la pathologie chronique de l'épaule, acquise au terme de 25 ans d'activité libérale. Pour des raisons d'allègement, l'exposé sera divisé en trois parties. La première partie, donc la première vidéo, consacrée au diagnostic de la pathologie chronique de l'épaule, qui est accessible à tous, médecins généralistes et kinésithérapeutes. La deuxième vidéo sera consacrée au traitement des tendinopathies de la coiffe des rotateurs, avec en particulier l'épineux sujet des indications opératoires, sujet controverse. Et la troisième partie, sera consacrée aux autres traitements des omarthros, des instabilités et lésions chroniques du sportif, et sera nettement plus courte. Alors, concernant cette première partie, elle s'articule en 4 points. Elle est consacrée au diagnostic. Nous intéresserons à l'épidémiologie de ces pathologies chroniques de l'épaule, d'une part, mais également au classement et au potentiel évolutif de chacune des lésions, ce qui correspond en fait à une sorte de continuum entre la pathologie de la coiffe et son aboutissement, bien souvent à l'omarthrose. On s'intéressera ensuite aux éléments du diagnostic clinique, qui est le point fondamental de l'exposé, puis de l'apport des examens complémentaires, et enfin le diagnostic différentiel. Qu'en est-il de l'épidémiologie, du classement de lésions et de leur potentiel évolutif propre? La pathologie de l'épaule, c'est trois grandes sous-pathologies d'inégale importance en termes de fréquence. Les tendons de la coiffe, l'arthrose gléno-humérale et l'instabilité et les lésions sportives. Les tendons de la coiffe, c'est 80% du problème. 20% de la population en France, âgée de plus de 35-40 ans, fera à un moment donné un problème d'épaule. Et ce qui veut dire que pour un département comme le Bas-Rhin, 200 000 personnes par an, et à noter que 1% ou un peu moins d'1% d'entre elles seront amenées à être opérées. Ceci pour distinguer la constatation générale de l'acte opératoire. Concernant l'arthrose scapulo-humérale ou omarthrose, c'est nettement moins fréquent, 1% de la population, bien que sous-estimé probablement puisque bon nombre de gens ne consultent pas, tolérant bien. Plus de 60 ans en général, 12 000 personnes par an de diagnostiquées pour le département et un taux d'opérabilité un peu plus élevé puisqu'une sélection a été effectuée dans la consultation. Enfin, les instabilités et les lésions de sportifs nettement moins fréquentes. Pour les tendons de la coiffe des rotateurs, qui sont-ils? Nous avons pour 75% d'entre eux des gens qui ont une activité manuelle à titre professionnel et pour 20% d'entre eux à titre non professionnel, les retraités. Donc essentiellement une pathologie des gens qui font quelque chose avec leurs mains. Alors, les travailleurs manuels salariés sont majoritaires. Bon nombre d'entre eux entrent dans un cadre, un contexte d'action de travail de manière professionnelle, ce qui introduit une notion du coût socio-économique considérable. La moyenne d'âge, 48-58 ans, c'est un des éléments de la courbe de Gauss, mais c'est surtout en fait la pré-retraite. 55-60, c'est vraiment le pic. Et il existe là une notion évidente d'exposition au risque au sens professionnel, les postes à risque qu'il faut définir, qui sont les postes main à hauteur, et non pas les postes à charge lourde forcément. Et ce qui peut déboucher sur un problème d'aptitude ou d'inaptitude selon, ce qui introduit une notion de pronostic fonctionnel réservé bien souvent. Les artisans, moins nombreux, partagent dans les mêmes types de métiers les mêmes problèmes, avec des conséquences différentes. En général, l'artisan craint la fermeture de son entreprise s'il est inapte, surtout pour les très petites entreprises où il est seul ou associé avec un seul ouvrier. Les retraités, c'est différent, on a de plus en plus, les retraités sont actifs, aujourd'hui on vieillit plus tard, on est plus longtemps actif, et les retraités peuvent avoir une activité considérable sur le plan physique qu'ils n'avaient pas durant leur vie professionnelle pour certains d'entre eux, et constituent une proportion en croissance. Les sportifs, essentiellement en Europe, ce sont des lanceurs qu'on rencontre dans le hand, dans le squash, et notamment, et ça aussi chez les retraités, chez les tennisman vieillissants. Alors ce qui est très important maintenant, après avoir vu qui sont-ils, c'est de connaître les différents stades évolutifs.
ou stade, ou disons lésions. Les lésions sont regroupées dans un double classement, à la fois structural et topographique. Le classement structurel ou structural se fait dans le sens de la profondeur. Pour un tendon donné, on prendra l'exemple du sus-épineux, le plus couramment atteint, alors que le classement topographique, c'est dans le sens d'une atteinte de un ou plusieurs tendons, la coiffe comportant 5 tendons au total. Le classement structurel et son évolution. On a plusieurs groupes. Les pathologies de coiffe non rompues, les ruptures partielles et les ruptures transfixiantes. Les non rompues, c'est le point de départ. Le point de départ tout à fait initial étant représenté par les bursites sous-acromio-deltoïdiennes, c'est cette espèce d'espace de glissement synovial qui recouvre la coiffe et qui permet à la coiffe de frotter sous sa surface qui est acromio-deltoïdienne. C'est un stade de départ, il peut ou non évoluer vers une tendinopathie aiguë de la coiffe. Son évolution est très probable, elle n'est pas certaine. Cette tendinopathie aiguë de la coiffe s'apparente à une simple tendinite, on ne va pas rentrer dans des détails histologiques compliqués. On est au stade de tendinite, du tendon gonflé qui ne circule plus bien dans son espace sous-acromial pendant 2 à 3 mois, voire 4. Au-delà, les phénomènes se modifient, l'œdème disparaît quelque peu, est remplacé par des dépôts fibrineux et la coiffe évolue vers une tendinopathie dite chronique, avec le début des atteintes microstructurelles. On a aussi l'apparition à ce moment-là, très fréquemment, de signes de conflit sous-acromial. Le tendon malade frotte sur son plafond osseux, ce qui va déclencher un cal osseux, une apposition osseuse, sous la forme d'un bec acromial extrêmement connu, et parfois aussi de becs acromiocoracoïdiens qui sont un mélange de conflit et d'arthrose. Ça, pour les coiffes non rompues. Ce stade-là peut évoluer ensuite vers des formes plus abîmées, plus altérées sur le plan structurel, que sont les ruptures partielles. 2 modes d'évolution sont possibles. L'une plutôt dégénérative, l'autre plutôt mécanique. Alors, il va sans dire que les tenants de la théorie dégénérative se sont tout le temps et s'opposent encore aux tenants de la théorie mécanique, parfois dans des vrais pugilats intellectuels, ça n'a pas beaucoup de sens. Il est très probable que le déterminisme soit double, avec à la fois un déterminisme dégénératif et un déterminisme mécanique. Simplement, dans certains cas, nous aurons plutôt prépondérance de l'un que de l'autre. Qu'est-ce que ça donne, ces ruptures partielles? Elles vont évoluer. La rupture intratendineuse est donc la lésion à l'intérieur du tendon qui correspond à une altération structurelle, non pas tellement par frottement, mais là, c'est clair, par dégénérescence liée à l'âge ou à d'autres process. Et on aura une rupture profonde. Là encore, l'évolution, la continuité, la relation évolutive entre l'intratendineuse et la rupture de la face profonde est très probable. Elle n'a pas été formellement démontrée, c'est bien difficile, autrement que par l'observation clinique et la surveillance imagérique. Cette probabilité est quand même très élevée. La rupture de la face profonde peut-elle évoluer vers une rupture transfixiante, très fréquemment, qui est l'aboutissement de ces pathologies de la coiffe. Mais cette rupture transfixiante peut être un stade aussi atteint par le biais du versant mécanique et d'une rupture superficielle. Par frottement, on imagine aisément, intuitivement, que par frottement régulier sur les becs osseux d'apposition survienne finalement une rupture complète. Transfixiante, pardon, pas complète. Le mot exact, c'est transfixiante, perforation, de part en part, un trou. Une fois qu'on a atteint le stade de la rupture transfixiante, donc, on peut évoluer vers un maintien de l'articulation glionumérale dans une position anatomique et physiologique correcte, et puis tout d'un coup, par lâchage d'autres structures tendineuses voisines, on verra, les tendons voisins peuvent finalement, peu à peu, laisser monter la tête humérale vers le haut, elle n'est plus tenue, et jusqu'à ce qu'elle vienne à entrer en contact avec l'acromion et fabriquer parfois une réelle néo-articulation sous-acromiale, traduisant la forme la plus aboutie de l'homarthrose excentrée. Entre la rupture transfixiante centrée et l'homarthrose excentrée, il peut se passer de très nombreuses années. Ce n'est pas une évolution systématique, mais elle est possible et logique. Intéressons-nous maintenant aux différentes lésions classées dans le mode topographique. Si on part du point de départ d'une rupture naissante partielle
du sus-épineux ou du sous-scapulaire, ou des deux. On peut avoir une progression de ces lésions vers la transfixion, mais qui sera vers l'avant ou vers l'arrière de la coiffe. Si ça se fait vers l'avant, la progression antéro-supérieure, on aura une atteinte, par exemple, une aggravation sous la forme d'une rupture transfixiante du sus-épineux, comme sur la première image, associée à une rupture partielle du sous-scapulaire, qui pourra elle-même s'aggraver en convergence des deux et finir par une rupture totale des trois tendons de la coiffe, dans la mesure où, comme pour un vêtement, un pull, un petit trou le lundi se termine souvent le vendredi par un grand trou. On a le même phénomène dans les progressions postéro-supérieures, où la rupture partielle du sus-épineux peut évoluer, on l'a déjà vu, en rupture transfixiante, isolée du sous-épineux, et ensuite son extension vers l'arrière, d'abord un peu de sous-épineux, puis après sa totalité. Et aboutir, encore une fois, à une rupture totale de coiffe, c'est-à-dire des trois tendons, totale ou complète. On a bien donc l'opposition sémantique fondamentale, souvent confondue même dans des comptes rendus radiographiques, entre le mot transfixiant, qui est un terme de profondeur, un trou, et le mot complète ou totale, qui est un terme topographique qui concerne tous les tendons de la coiffe ou presque. Nous avons donc passé en revue les différentes lésions. C'est un élément fondamental tant sur le plan radiographique que sur le plan de l'indication opératoire ou de la prise en charge thérapeutique, de la surveillance. Il faut parler d'une autre particularité clinique des tendons de la coiffe, c'est le fait qu'il s'agisse d'une pathologie anxiogène. En effet, elles sont marquées par une douleur chronique désespérante, qui n'en finit pas, générant très souvent quand elle s'aggrave une insomnie, parce qu'il n'y a pas de position antalgique facile pour la coiffe. À la limite, être en activité debout, c'est encore ce qui passe le mieux. Mais dès que l'épaule est au repos, et surtout si le patient est couché, pour des raisons de gravité, la douleur peut s'accentuer dans les formes graves, enfin pas graves, plutôt dirons-nous fortement inflammatoires, et être insomniante, ce qui contribue à augmenter encore la sensation d'anxiété. À cela s'ajoute le fait qu'on ne voit rien à la radio et que bien souvent les médicaments ne marchent pas, qu'un arrêt de travail prolongé est nécessaire et que l'avenir professionnel paraît compromis. Et on a toutes les conditions pour réunir une situation de stress et d'anxiété, dont il faut toujours avoir cela en tête quand on prend en charge un patient qui souffre d'une pathologie d'épaule, l'aspect anxiogène. Quittons maintenant l'épidémiologie des tendons de la coiffe pour passer à celle de l'arthrose ou homarthrose. Là, ça sera plus rapide. Nous avons essentiellement quoi comme étiologie? Des homarthroses secondaires, un long passé de rupture de coiffe, on vient de le voir. C'est de loin la pathologie homarthrosique la plus fréquente. Les patients sont plus de 60, 65 ans, 70 ans, mais sont souvent faites à l'aube du quatrième âge. Les pathologies sont excentrées selon le moment où vous prenez en charge la pathologie. Vous pouvez avoir tous les tendons cassés, mais une tête encore à peu près en place, ou parfois franchement appuyée, comme on l'a déjà dit, sur le plafond acromial. On a les homarthroses primaires, ou primitives, qui surviennent chez des patients beaucoup plus jeunes. L'étiologie est différente, la physiopathologie aussi, la coiffe peut être intacte, l'épaule est donc centrée. La concavité de la glène regarde bien la convexité de la tête humérale. Les autres étiologies, l'homarthrose post-traumatique, qu'on ne détaillera pas parce que j'en profite pour le dire ici, mais la traumatologie fait partie de l'épaule aiguë, urgente, et fait l'objet d'une vidéo à part, qui n'est pas évidemment au sein de ces trois vidéos consacrées à la pathologie chronique de l'épaule. L'homarthrose post-traumatique est plutôt moins bien supportée que toutes les autres, qui le sont plutôt bien longtemps en général, comme c'est mentionné ici. Enfin, nous avons, de manière un peu plus anecdotique, les épaules infectées ou les post-op. Ça, c'est une affaire un peu... On n'est pas dans les étiologies principales. Les trois premières représentent l'essentiel. Qu'en est-il des lésions d'instabilité et des lésions sportives chroniques? Elles sont les moins fréquentes. Nous avons 4 étiologies principales et une dont il ne faut pas oublier l'existence. Alors d'abord l'instabilité scapulomérale antérieure récidivante, sous forme de luxation ou de subluxation récidivante. Je parle encore une fois ici uniquement de la pathologie chronique, des récidives. Il faut savoir déjà ici que le traitement est toujours chirurgical. Nous verrons comment faire le diagnostic. Il y a les instabilités scapulomérales postérieures récidivantes, qui sont beaucoup moins fréquentes et s'expriment sous deux formes, soit d'une subluxation, très souvent volontaire, le patient fait luxer lui-même, il est souvent jeune, l'épaule en arrière et la replace lui-même, enfin dans un mouvement d'autoplacement qu'il connaît très bien, d'autoréduction,
ou alors il s'agit d'une luxation permanente ou incarcérée, invétérée, et là la tête humérale est bloquée en arrière de la glène et ne peut pas être réduite. Ce sont des pathologies auxquelles il faut penser, mais qui sont très peu fréquentes. Troisième point, les instabilités acromoclaviculaires, c'est toute la pathologie de traumatisme de l'articulation acromoclaviculaire qui se traduit par une désolidarisation entre le massif de l'omoplate et finalement le membre supérieur de la clavicule, c'est-à-dire du thorax. Enfin, les lésions isolées du labrum, qui sont l'équivalent méniscal, à cela près qu'elles sont associées aux lésions du biceps. On les verra également. On note quand même les fractures de la tête humérale négligées, qui ne font pas partie directement d'une pathologie de la croix, de l'omarthrose ou autre, mais qui sont des situations qui appartiennent plutôt en termes diagnostiques aux fractures, donc à la traumatologie et à la vidéo sur les urgences, mais qui existent en termes de pathologie chronique parce que précisément ils ont été négligés. Mais je ne reviendrai pas dessus, c'était cité. Voilà, nous avons donc passé en revue tout l'aspect épidémiologique des épaules chroniques. Maintenant, il faut s'attacher au diagnostic clinique qui est l'élément clé. Dans le diagnostic clinique, nous avons, comme vous le savez, l'anamnèse qui se distingue de l'examen physique, l'anamnèse étant l'élément clé de départ. Il a deux objectifs. Il peut effectuer une approche diagnostique, assez clairement, on le verra, mais surtout aussi, il effectue un diagnostic de sévérité, en évaluant l'impact de la pathologie chez la personne et en introduisant les notions d'activité professionnelle, de post-à-risque, on en a déjà parlé, de la durée de l'arrêt de travail, en précisant les habitus de vie, bricolage, sport, impact sur la vie quotidienne et troubles du sommeil. Tout ça, ça a de l'importance pour avoir une idée quant à la sévérité de l'atteinte. L'existence du membre dominant d'âge survenu comptant également considérablement. Ce qui va être important, c'est l'approche diagnostique par la seule anamnèse, et ça a une très grande valeur en termes d'évaluation d'une pathologie de la coiffe, notamment en ce qui concerne l'analyse des irradiations de la douleur. Et effectivement, c'est un élément propre à la coiffe. Même si l'interrogatoire classique sur l'ancienneté des troubles, leur résistance au non-traitement médical a de l'importance, l'analyse des irradiations est fondamentale. Elle permet de démembrer assez facilement l'atteinte de la coiffe du dentateur et l'association à d'autres lésions. En effet, une douleur de coiffe va frapper la face latérale du bras et la face latérale du moignon de l'épaule jusqu'au coude et pas au-delà. Tandis qu'une lésion du long biceps, rappelons-le, qui peut être associée, va intéresser la face antérieure du moignon de l'épaule ainsi que celle du bras jusqu'au coude et pas au-delà. Enfin, l'articulation acromioclaviculaire, si elle est sujette à une dégradation arthrosique ou arthropathique, va faire mal vers le trapèze et l'oreille, mais pas vers le rachis cervical lui-même, ou le long de la clavicule, mais jamais en arrière de l'épaule. On peut donc dire qu'au-delà du coude, une douleur de la face postérieure, ou au-delà du coude d'une part, ou une douleur qui va à la face postérieure ou médiale de l'épaule et du bras, au dos, au cervical plus haute, ne sont pas des pathologies de l'épaule, mais des problèmes associés éventuels, comme une névralgie, ou parfois des conséquences de la pathologie de l'épaule elle-même, que sont des contractures parascapulaires ou une franche algodystrophie. L'analyse des irradiations est vraiment fondamentale. Maintenant, l'examen physique a toujours le même schéma en médecine, inspection, palpation quasi simultanée, l'examen des mobilités et les différents testings. Inspection, on peut reconnaître facilement une voussure acromoclaviculaire, pas besoin d'échographie, qui va traduire une atteinte de cette articulation, une amyotrophie du deltoïde s'il y a une paralysie circonflexe, contexte de complications, et les amyotrophies des fosses sus et infraépineuses qui traduisent une altération grave de la coiffe. Je parle au passage également d'un décollement d'une scapula lata. La palpation des points douloureux va de pair pour l'articulation acromoclaviculaire en tout cas. On peut aussi palper le quadrilatère de Velpeau, d'où émergent les nerfs radiocirconflexes, ce qui peut être utile. Il est souvent douloureux sans que ces nerfs soient franchement atteints, mais les contractures musculaires qui entourent ce défilé musculaire peuvent provoquer une irritation de ce tronc nerveux et une douleur à la palpation. Enfin, de manière un peu plus discriminative, l'examen à la face antérieure de l'épaule, de la gouttière bicipitale, du sous-scapulaire et du pété pectoral sont possibles. En effet, en se mettant dans cette position de rotation alternative du bras coude au corps, la palpation sous votre index de la gouttière bicipitale est possible, traduisant une douleur du long biceps. Sa berge interne, c'est le sous-scapulaire au niveau de son insertion, tandis que la partie médiale par rapport à l'apophyse coracoïde, c'est le pétit pectoral
assez bien connu des kinésithérapeutes et entre dans le contexte des contractures périscapulaires. Ensuite vient l'examen de la mobilité active. Et en effet, c'est l'évaluation de l'impotence fonctionnelle, du retentissement. Il ne faut pas, évidemment, commencer un examen passif chez un patient dont on n'a absolument pas testé la mobilité active. Il peut ne pas arriver à bouger pour raison de douleur. Donc on commence par lui demander ce dont il est capable spontanément. Plusieurs situations, l'épaule va plus ou moins bien fonctionner. Une élévation intérieure baissée, un arc douloureux à 90 degrés d'abduction est très évocateur d'une pathologie de coiffe. Une chute des rotations, main dans le dos l'interne ou main sur la tête pour l'externe, est aussi très évocatrice. Au maximum, c'est l'impotence fonctionnelle totale du membre, comme on le voit sur cette image. Attention, l'impotence totale sans douleur peut être une paralysie plexuelle ou éventuellement axillaire. En revanche, une mobilité normale sur une épaule douloureuse, mais qui ne modifie pas la douleur de l'épaule, n'est pas une épaule, n'est pas une pathologie de l'épaule. La mobilité normale, non influencée par, dont la douleur n'est pas influencée par cette mobilisation, je le répète, ne peut être une pathologie d'épaule. Encore en ce qui concerne la mobilité passive, l'examen de la raideur, c'est pas la même chose que l'impotence fonctionnelle, c'est un travail passif. Une fois qu'on a testé l'épaule, on peut voir, en savoir plus. Si l'épaule est d'une mobilité active normale, tout s'arrête là. Mais si l'épaule n'est pas dans une mobilité active normale, physiologique, eh bien, testons la mobilité passive, l'évaluation de la raideur. Un seul examen important, j'en ai mis deux, mais on peut en retenir qu'un seul. C'est la baisse de la rotation externe, de la rotation externe coude au corps, c'est-à-dire patient dans cette position, on lui demande de se laisser aller, on prend la main, on essaye de faire une rotation externe, comme un portillon. Si on n'y parvient pas, c'est un blocage de la rotation externe coude au corps et qui correspond au capsule rétractile la plupart du temps, parfois aux omarthroses, c'est grippé, et exceptionnellement luxation postérieure invétérée. Les testings. Alors les testings tendineux sont importants, il y en a des quantités qui testent 4 tendons de l'épaule. Ceci dit, on va se limiter à 3 tendons principaux et chacun avec un examen qu'on voudra dédier, le plus simple possible. Le sus-épineux se teste en abduction contrariée puisque c'est un abducteur. Dans cette position, puisque là il est neutralisé, il est tout seul à effectuer son travail. Sur le dessin, il y a marqué high. En fait, c'est inexact. Ce qu'on teste, c'est pas la douleur, c'est l'effondrement, la perte de force. Pareil pour le sous-scapulaire, c'est un rotateur interne, donc on contrarie sa rotation interne. On demande au patient de mettre la main sur le ventre, est-ce qu'il y arrive ou il n'y arrive pas. L'infraépineux, c'est l'inverse, c'est un rotateur externe, on va donc essayer de lui demander soit d'effectuer une rotation externe contrariée, soit de maintenir sa position neutre ou en rotation externe et de s'opposer en lui poussant la main. Là aussi, on s'intéresse à la perte de force et non pas à la douleur. Il existe, comme pour le genou, des testings d'instabilité, mais beaucoup plus sommaires. Une épaule, quelqu'un qui vient vous voir et vous dit « moi j'ai l'épaule qui ne tient pas en place, j'ai l'impression qu'elle se déboîte ». Première question, c'est de savoir dans quel sens, vers l'avant ou vers l'arrière. Quand on soupçonne une instabilité antérieure ou postérieure, on peut demander aussi au patient dans quelle position du bras êtes-vous les plus gênés. S'il dit que c'est dans la lancée de l'armée du bras, dans la position de lancer de l'armée du bras, là, eh bien, c'est une instabilité antérieure. S'il vous dit que c'est dans la position du parage, celle qui est dans l'image de droite, l'abduction et la rotation interne, eh bien, c'est plutôt une luxation postérieure. Très souvent, il l'a fait devant vous. Mais on peut aussi les tester, si c'est pas évident l'interrogatoire. Mais il faut commencer par l'interrogatoire. Il y a des gens qui ont tellement peur que vous risquez pas de les approcher avec votre main en faisant une appréhension forcée. Donc, si c'est pas évident l'interrogatoire, c'est là qu'on l'examine. On maintient l'épaule plutôt que de la pousser. Le dessin n'est pas parfait. On maintient l'épaule pour éviter qu'elle se luxe vers l'avant, en la prenant dans une pince entre le pouce et le restant des doigts d'une main, et d'autre main, vous demandez au patient de lutter et de tenter de lancer l'objet. Et là, vous aurez la réponse, c'est l'appréhension, il aura très peur de le faire. En instabilité postérieure, vous allez pousser sur le coude, ça ne figure pas sur l'image, et voir si l'épaule recule. Là, il vous le dira aussi. C'est beaucoup moins dangereux que l'instabilité antérieure, donc vous pouvez y aller de manière un peu plus directe, et c'est souvent lui qui remettra l'épaule en place. Ces signes sont pathognomoniques, mais déjà à l'interrogatoire, on y est presque, aux signes pathognomoniques. C'est très important cet examen clinique parce que les examens complémentaires ne sont pas toujours en mesure de trancher.
quand il s'agit d'instabilité sans lésion osseuse associée. En conclusion, concernant l'examen clinique, on a vu que l'anamnèse couplée à l'examen physique permettent le diagnostic positif dans la plupart des cas. On débute alors le traitement médical sans attendre pour le soulager. Et si vous êtes à peu près certain qu'il n'y a pas de fractures qui ont été négligées, on peut aussi débuter la rééducation, la prescrire le temps qu'il ait alors qu'il aura ses premiers rendez-vous. Vous aurez les résultats des 2 premiers examens complémentaires essentiels que vous aurez demandés, que sont la radio et l'échographie. Ben justement, c'est une transition qui me permet d'aborder le sujet des examens paracliniques. Alors, ils sont assez nombreux, si on veut être exhaustif, mais d'inégale importance. Les examens de première intention sont la radio et l'échographie, on vient de le dire. On verra l'importance éventuelle de la biologie, souvent demandée en dernier, dans un contexte un peu particulier, du scanner simple, et puis des 2 examens rois, finalement IRM et arthroscanner, pour l'évaluation plus fine de la coiffe, voire pour l'évaluation préopératoire. Qu'apportent les radiographies standards? Bien sûr, on va avoir une homarthrose, une fracture, voire des tumeurs osseuses, pourquoi pas, mais aussi des signes indirects de tendinopathie de coiffe à différents stades, mais très instructifs, qui en apportent beaucoup d'informations. Un passement sous-acromial de cette forme, on ne voit pas très bien où se situerait un sus-épineux ici, on sait qu'il est rompu, il n'y a pas de place. Un bec acromial aussi intense que cela traduit une tendinopathie de coiffe et dessine carrément la surface du sus-épineux. Il est le témoin d'une tendinopathie chronique, évoluée, on l'a vu. La condensation tuberositaire, c'est un peu l'inverse. Il est le témoin d'une pathologie plutôt dans les tendinites aiguës. On est au début de la souffrance. L'insertion, c'est l'anthésopathie, la souffrance de l'insertion tendineuse et de ses fibres intraosseuses. D'où la calcification, d'où la blancheur. La calcification est de diagnostic facile. Rappelons que les calcifications se diagnostiquent et se surveillent par les radios simples et non pas les IRM, comme on le voit trop souvent, beaucoup trop coûteuses, au délai d'attente trop long et surtout moins performantes. C'est un comble. Qu'apporte l'échographie? 2e examen systématique de première intention. Avantages et inconvénients sont connus de tous, ne sont pas différents pour les membres. Dans les avantages, c'est une excellente visualisation des tendons de la coiffe, surtout en avant. Une visualisation structurelle aussi, on voit les lésions intramurales assez facilement. C'est non invasif et reproductible, on peut surveiller l'évolution d'une coiffe sans trop de problème et on peut réaliser des épreuves dynamiques, notamment vis-à-vis du long biceps, ce qui apporte beaucoup en exploration de pathologie des sportifs. Les inconvénients sont connus également. Le fait que ce soit opérateur dépendant, surtout ce qui est embêtant, c'est que ça veut dire qu'on n'a pas de relecture possible, ce que le spécialiste n'aime pas beaucoup. Il faut en plus un patient avec une mobilité correcte. Pour explorer toute la coiffe, notamment postérieure, il faut une mobilité correcte et mettre la main, et il faut qu'il soit capable de mettre la main en rotation interne maximale, c'est-à-dire la main dans le dos. C'est pas toujours possible en pathologie de coiffe, à cause de la douleur. En fait, ça va de soi, ça coule de source, c'est une des conséquences de ce que je viens de dire. L'exploration de la coiffe postérieure supérieure est assez difficile ou mauvaise. Alors maintenant, les examens un peu plus particuliers, dont l'intérêt est assez limité, je mettrai le scanner simple. Le scanner simple dont l'intérêt est très connu en traumatologie pour confirmer des suspicions de fracture, ou carrément faire des bilans de fracture complexes avec résolution 3D, qui sort un peu d'exposé ici, puisque c'est surtout une pathologie aiguë. On va retrouver l'intérêt du scanner simple dans les bilans d'homarthrose avant implantation de prothèses, donc c'est une affaire de chirurgien. Et puis là aussi dans la surveillance fine des implants prothétiques pour déceler, des décèlements, pour examiner des positions de vis, etc. C'est donc un peu, dans pathologie chronique de l'épaule, un examen pour spécialistes, quand il faut surveiller des implants. L'IRM en revanche est un peu un examen phare, peut-être trop, considéré comme offrant quasiment une vérité biblique, on en est loin. Il a des avantages et des inconvénients. On lui donne trop de crédit, à mon sens. Ce qui est partagé par la plupart des radiologues qui connaissent la pathologie ostéo-articulaire. Si sa visualisation correcte de l'état des tendons est excellente, transfixion, rupture de biceps, etc., et du cartilage aussi, elle est quand même inférieure à l'arthroscanner. Il s'agit, sur l'image de droite, en mode T2, d'une exploration assez bonne des tendons, du cartilage, le liquide synovial apparaît blanc. La peau est sombre. C'est comme ça qu'on sait qu'on est en mode T2. C'est assez bon comme diagnostic. Et notamment pour l'évaluation du statut inflammatoire, où c'est même excellent. Raison pour laquelle
la Caisse d'assurance maladie l'exige pour constituer ses dossiers de maladie professionnelle et évalue bien entendu de manière parfaite les corps musculaires. Les inconvénients sont assez connus également, mais pas le premier. On doit noter de fréquentes erreurs de diagnostic entre l'œdème tendineux simple et une franche rupture, ou parfois partielle, ce qui pour un chirurgien est gênant. On a jusqu'à 15 à 20% d'erreurs dans certaines matinées opératoires. Il apparaît moins fin que l'échographie dans l'analyse du tendon, d'où l'intérêt de les associer. Il reste coûteux. Il reste le problème des gens claustrophobes, ce qui n'est pas une anecdote en revanche. L'examen peut même être pénible parfois. Son délai d'attente étant un autre problème, lui. Par opposition, c'est l'arthroscanner. Je ne parlerai donc pas beaucoup, pas du tout de l'arthro-IRM, qui est une combinaison de l'injection de gadolinium et des coupes IRM. Il y a eu un peu sa mode, il y a certaines régions de France où ça se fait un peu plus, mais l'arthroscanner étant facile à réaliser quand même, en termes radiographiques, je ne dis pas en termes de gestes, certains gestes invasifs, on a accès aux arthroscanners plus facilement. Quels sont les avantages? Une visualisation très précise de l'état des tendons, transfixion, biceps et du cartilage, mieux que l'IRM, on vient de le dire. Et il y évalue aussi le corps musculaire, un peu moins bien que l'IRM, mais il l'évalue, et finalement fait peu d'erreurs en termes de rupture. Il s'agit d'un diagnostic par addition. Les inconvénients, c'est une évaluation seulement morphologique, on n'a pas d'estimation inflammatoire, raison pour laquelle la caisse n'en veut pas pour les maladies professionnelles, même si on le fait quand le patient est claustrophobe. Nécessite un opérateur entraîné, c'est un examen invasif et même très invasif, et qu'il est également coûteux. Son délai d'attente est généralement moindre que celui d'IRM, mais pas toujours. Arthroscanner et IRM sont les examens phares. La scintigraphie, là aussi, c'est de nouveau d'un examen un peu plus, dont l'intérêt est un peu plus limité. Il est important pour l'évaluation des algodystrophies, sachant que le diagnostic d'algodystrophie est clinique, c'est fondamental, et que finalement, très souvent, le physicien répond que son image est compatible avec le diagnostic d'algodystrophie et que c'est à confronter avec la clinique. Quand il est prudent, c'est ce qu'il doit mettre. Alors, la scintigraphie a donc surtout une valeur de pronostic dans une algodystrophie sévère, en annonçant un peu le stade où on en est. L'autre intérêt, parfois c'est indirect, c'est le diagnostic différentiel entre un processus inflammatoire, dégénératif ou algodystrophique, quand les choses ne sont pas évidentes, c'est pas négligeable, même si ce n'est pas un recours très fréquent. L'EMG est important pour le diagnostic différentiel, alors bien sûr une névralgie C5, mais aussi pour l'identifier les atteintes à la compression du nerf suprascapulaire dans son échancrure, typique des sportifs du lancer, qui est une pathologie pas très fréquente, mais qui existe. Diagnostic EMG très difficile à faire d'ailleurs. Et enfin, l'EMG est utile pour les lésions associées, dépister un nerf axillaire ou un nerf radial, ce qui entre plutôt dans le cadre de complications post-opératoires. Voilà, nous avons passé en revue les éléments du diagnostic positif au terme des données épidémiologiques, du diagnostic clinique et du diagnostic paraclinique. Un mot sur le diagnostic différentiel qui comporte deux grandes pathologies, les névralgies cévico-brachiales C5, on vient d'en parler, et la pathologie rhumatismale dans certains cas. Alors, qu'en est-il des névralgies cévico-brachiales C5? Alors, c'est assez embêtant parce que quand c'est vraiment C5, c'est gênant. Il s'agit d'une douleur du moignon de l'épaule et d'un contexte général de terrain et d'activité anamnestique, souvent à peu près identique à celui de la pathologie propre à l'épaule, les patients ayant parfois l'un ou l'autre, ou les deux. D'autre part, la C5 est souvent associée à une irritation de C6. Alors attention, C6 c'est le bois radial de l'avant-bras et le pouce, C5 c'est vraiment le moignon de l'épaule. C'est un rappel. Bien entendu, les données cliniques et imagériques du rachis cervical vont vous aider quand même. Bref, on arrive quand même en général à faire le diagnostic différentiel et je le répète, la mobilité d'une épaule douloureuse, si elle est normale, fait évoquer une névralgie. Qu'en est-il de la pathologie rhumatismale? Alors, on va commencer, on en a trois en tête. On va commencer par la moins fréquente, la polyarthrite rhumatoïde. Là, le contexte a quand même de la valeur. L'atteinte est polyarticulaire et des extrémités. C'est quand même très rarement monoarticulaire. La biologie va vous aider, l'imagerie généralement aussi, et surtout le rhumatologue. Pour le rhumatisme psoriasique, c'est différent. C'est déjà un peu plus problématique et c'est un peu plus fréquent. Une atteinte monoarticulaire en rhumatisme psoriasique qui frappe l'épaule, c'est tout à fait possible. Mais vous avez dans 80% des cas du psoriasis. Il faut savoir repérer aussi de manière discrète au niveau des ongles.
Enfin, la plus fréquente et peut-être la plus problématique, c'est la pseudopolyarthrite rhizomélique si elle n'est pas associée à une maladie de Horton. Son contexte n'est pas forcément vocateur chez une personne un peu plus âgée. Il s'agit d'une atteinte rhizomélique, c'est-à-dire des racines des membres, épaules, pelvis. Alors, par contre, en général, ça peut commencer par l'épaule, mais assez rapidement, on a aussi une atteinte de la ceinture pelvienne. La biologie nous aide et aussi, là, bien entendu, les spécialistes médicaux. On va conclure cette vidéo sur les pathologies chroniques de l'épaule. On a vu que le diagnostic était possible grâce à l'examen clinique et au bilan initial, radio-écho, et ça veut dire obtenu en moins d'une semaine. Dans 95% des cas, on peut démarrer le traitement rééducatif et bien sûr le traitement antalgique et anti-inflammatoire. On a évoqué le diagnostic différentiel, essentiellement les névralgies C5 et éventuellement les atteintes rhumatismales débutantes, ou moins débutantes, ça dépend. Et puis surtout l'algodystrophie débutante, pardon. L'algodystrophie, c'est un problème, elle peut compliquer à peu près tout ce qui existe, elle peut survenir après une intervention, mais aussi sans intervention. Et les algodystrophies négligées sont souvent des véritables catastrophes. Voilà, j'ai fini la présentation de cette première partie consacrée au diagnostic et je vous remercie. Je vous invite à regarder, visionner la deuxième et la troisième partie, toutes deux consacrées au traitement. La première, la coiffe, et la deuxième, les autres lésions.